L'invitée de 15 cette semaine, c'est Mathilde Viau, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez sorti le livre L'homme politique, moi j'en fais du compost chez Stock. Vous y parlez des violences sexuelles et sexistes dans le monde de la politique. Le sénateur Joël Guerriau vient d'être mis en examen. La députée Sandrine Josso l'accuse de l'avoir droguée pour essayer d'abuser d'elle. Que vous inspire cette histoire ? Écoutez, elle est assez rocambolesque pour sortir de l'ordinaire. Ce que ça m'inspire, c'est qu'on a une réaction assez immédiate des différentes institutions, que ce soit le parti politique qui a décidé de suspendre par précaution le sénateur concerné. Horizon. Et voilà, Horizon. Et puis Gérard Larcher aussi qui a demandé à Guerriau de se mettre en retrait en fait, de différentes de ses fonctions de sénateur. Ce qui se passe dans cette affaire, qui est à deux titres particuliers, c'est qu'on est quasiment dans un cas de flagrance. C'est-à-dire qu'il y a eu une perquisition qui a suivi directement l'accusation de Sandrine Josso et les policiers ont retrouvé, à l'endroit précis où elle l'avait décrit, un sachet de poudre qui contenait de la drogue. Donc on se retrouve finalement dans une flagrance qui fait que la parole de la victime est prise en considération beaucoup plus que c'est le cas d'ordinaire. Il y a un autre phénomène qui est très important, c'est que c'est une députée qui est concernée. D'ordinaire, si ça avait été une collaboratrice, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de difficultés à la fois à la prendre en charge. C'est pas certain qu'elle ait été prise en charge de cette façon-là, et puis qu'elle aurait été prise en charge de cette façon-là. Et puis aussi dans la façon avec laquelle sa parole est crue. C'est-à-dire que quand c'est une collaboratrice, très souvent on considère elle veut monter en politique, qu'elle veut se faire une image, qu'elle complote, etc. Donc on se retrouve dans une situation où pour une fois la parole de la victime ne peut pas être remise en cause. Je pense que et je lui envoie vraiment toutes mes pensées et j'espère que cette situation-là, le fait d'être crue, va pouvoir l'aider à se reconstruire. On a vu quand elle a été interviewée la semaine dernière, elle a pris la parole sur France 5, elle avait l'air très affectée, donc je lui envoie toutes mes pensées et j'espère qu'à partir de maintenant, dans d'autres situations, dans les cas où la flagrance n'existera pas, parce que c'est difficile en fait, c'est extrêmement rare d'être dans ce genre de situation, ou dans des cas où ce ne seront pas des femmes élues qui seront concernées. J'espère que la parole sera prise avec autant de considération. Vous l'avez dit, Gérard Larcher, le président du Sénat, a demandé à Joël Guerriau de se mettre en retrait des activités liées à son mandat, mais il ne peut pas l'obliger à le faire. Le sénateur lui refuse de quitter ses fonctions. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est un peu la même chose que dans chaque situation, c'est-à-dire qu'on considère qu'un député tire son pouvoir de la nation, c'est le cas, effectivement. Il faut qu'on arrive à penser à des possibilités quand même de considérer que dès lors qu'il y a un crime ou une tentative de crime qui a été commis par un député, le mandat peut se suspendre éventuellement dès lors que ce n'est pas la raison pour laquelle les citoyens l'ont élu en pensant élire une personne honnête qui ne commettrait pas ce genre de crime. Donc, d'un point de vue philosophique et moral, il est possible de considérer qu'éventuellement, les électeurs et les électrices ont été trahis dans le scrutin qu'ils ont porté, dans le suffrage qui a été donné à cette personne. Et donc, éventuellement, il va falloir réfléchir à des mécanismes républicains pour pouvoir au moins suspendre de ses fonctions une personne accusée d'un crime aussi grave. Joël Guerriau a expliqué à la police qu'il vivait une période difficile et qu'il ne voulait pas droguer sa collègue. Il voulait prendre, dit-il lui-même, de l'ecstasy, mais il s'est trompé de verre. Que vous inspire sa ligne de défense ? Écoutez, si c'était pas aussi grave, ce serait très drôle. C'est vraiment, on pourrait en faire un film en fait de cette défense-là qui est complètement qui prend un peu les gens pour des imbéciles en fait, et donc ça m'inspire pas grand-chose à part beaucoup de pitié. Le président Macron, la première ministre, le gouvernement, plus globalement la classe politique, tout le monde est très silencieux autour de cette affaire. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, c'est assez simple à expliquer. Dans tous les partis politiques, il y a des problèmes de cet ordre-là. On voit que le ministre de l'Intérieur a lui-même été accusé de viol, qu'il a lui-même reconnu s'être comporté comme un gros porc, je crois, sur des textos qui ont été publiés dans la presse. On a un garde des Sceaux qui avait été suspendu de ses fonctions pour avoir touché son sexe devant une magistrate. Donc voilà, on se retrouve avec une classe politique qui quand même, en fait, utilise cette violence à l'égard des femmes dans un objectif politique, dans un objectif de stratégie politique, parce que il se trouve que dans le monde politique, et moi c'est quelque chose que j'ai constaté durant les 7 années que j'ai passées à l'Assemblée nationale, on valorise l'agressivité, la domination, le fait de vouloir nuire à son adversaire politique comme étant des qualités essentielles pour appartenir à ce milieu-là. On se retrouve avec des malades mentaux, avec des personnes qui vraiment considèrent que l'agressivité, la possibilité de disposer du corps de quelqu'un, en fait, est quelque chose de tout à fait normal. Et donc, c'est vraiment pas très étonnant. Et je pense que la majorité a une immense responsabilité dans cette situation-là, en se taisant, mais en ne faisant pas partir aussi les hommes qui sont concernés.
Les mondes médiatiques et politiques semblent choqués par cette histoire, mais à la lecture de votre livre, on comprend que les violences sexuelles et sexistes sont systémiques dans le milieu politique. Vous parlez de propos sexistes, d'un parlementaire qui se balade en serviette à l'Assemblée après avoir pris sa douche. C'est lunaire tout ce que vous avez vu. Oui, c'est lunaire. Ça répond à des objectifs très précis, c'est-à-dire faire la démonstration qu'on a tellement de pouvoir qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est le mécanisme d'impunité, en fait, totale. Et puis, à l'égard des femmes, ça se manifeste vraiment de façon très, très précise. C'est vraiment leur expliquer qu'elles n'ont pas leur place en politique. Quand on voit très souvent des discussions, mais dans tous les partis politiques, entre des hommes et des femmes politiques, les hommes parlent aux femmes de leurs vacances, de leurs enfants, de leur tenue. Et les hommes, entre eux, parlent de politique. Les femmes ne sont pas considérées, et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée, ne sont pas considérées comme étant capables de faire des négociations politiques, comme étant capables d'entamer un rapport de force dès lors qu'il y a des mesures, des décisions à prendre, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est... Je voudrais insister sur le fait qu'on pourrait se dire c'est pas si grave, en fait. Mais réellement, d'un point de vue démocratique, ça a des conséquences majeures. C'est-à-dire qu'à la fin, les femmes partent du monde politique. On a toute une génération de femmes sous Hollande qui existait, par exemple, je pense à Cécile Duflot, Aurélie Filippetti, Nathalie Kosciusko-Morizet, etc., qui étaient là. Où sont-elles? Elles sont parties. Donc on a un épuisement des femmes dans cette sphère-là, qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec une difficulté majeure. Qui est là pour porter la voix des femmes? Quel récit les femmes vont pouvoir déployer dans la sphère politique? Aucun, notre existence n'existe quasiment pas dans la sphère politique. Et quand les femmes essayent de parler, de toute façon, elles sont très peu entendues. La majeure partie du temps, les femmes parlent d'autres sujets que des sujets qui les concernent quand elles font de la politique parce qu'elles y sont contraintes. Et c'est extrêmement dommage d'un point de vue de la démocratie. Et ça ne concerne pas que les femmes, d'ailleurs, en fait. Je voudrais insister sur le fait qu'on est dans une mécanique du pouvoir qui est occupée par des hommes, certes, mais aussi des hommes blancs, des hommes hétérosexuels, et que toutes les personnes qui s'éloignent de ce schéma-là, donc les personnes racisées, les personnes homosexuelles, etc., sont remisées aux marges de la société, et toutes ces existences-là n'ont pas le droit de citer dans la sphère publique. On se retrouve avec du racisme partout, de la xénophobie partout, etc., et c'est extrêmement grave. Vous avez travaillé à l'Assemblée en tant que collaboratrice pour un député écolo, puis 2 parlementaires de la France insoumise. Quand vous avez pris votre poste, on vous a donné un conseil, ferme ta gueule. C'est fou? Ouais, c'est fou. C'est fou et c'est encore le cas, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que dans ce climat-là, où précisément l'objectif c'est de pouvoir nuire à l'adversaire, etc., l'objectif c'est de ne jamais parler de quelque chose qui pourrait venir entacher l'image du parti, l'image de l'institution. Et donc, on se retrouve avec des agressions qui sont tues, avec un climat extrêmement délétère, avec une transparence qui n'existe pas dans la parole publique, mais qui n'existe pas non plus d'un point de vue de la loi. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec des directives qui sont négociées sans que les citoyens soient au courant, etc. Il y a une vraie volonté de créer de l'omerta et de l'opacité autour de la décision publique, autant que autour de ce climat qui est extrêmement délétère pour tout le monde. Vous avez vécu des agressions physiques, des gestes déplacés, c'est monnaie courante selon vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, précisément de la part du député qui se baladait en serviette dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Un jour, j'attendais mon ascenseur et il m'a dit « J'ai bien regardé vos fesses et à n'en pas douter, elles rentrent dans une seule de mes mains ». C'est quelque chose qui a vocation à être humiliant. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. Je me suis tue. Je ne savais pas du tout quoi répondre. Je suis rentrée dans l'ascenseur. Lui aussi, c'était un moment assez tétanisant, en fait, parce que j'ai vraiment eu peur, en fait, de ce qu'il était capable de faire après avoir dit une chose pareille. Et c'est difficile de trouver des moyens de réponse immédiate, etc. Par ailleurs, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Et je pense aussi qu'on se forme au fur et à mesure à ne pas avoir peur. Mais ça demande vraiment... c'est aux femmes qu'on demande de se former et de s'endurcir. C'est pas normal. Il y a un autre parlementaire qui carrément là vous a touché le cou. Tout à fait. Là, à ce moment-là, j'étais conseillère aux affaires sociales de la France insoumise. Je venais de déposer 23 000 amendements juste avant la période du Covid. Voilà. J'étais épuisée. Je suivais en commission parce qu'il faut absolument faire du tac au tac avec les députés pour leur dire là, il faudrait que tu dises ça, là, ça reprend tel argument. Il y a un article de presse qui vient de tomber, attends, je te l'envoie. En fait, c'est un boulot qui est passionnant mais extrêmement prenant. Et ce député avec lequel je travaillais, est arrivé en me disant je te trouve, on a de la chance parce que tu es extrêmement classe, et il m'a touché le cou comme ça, il m'a pris par le cou en fait. En plus, c'était un acte vraiment dominateur.
Donc ça, c'est monnaie courante à l'Assemblée. Une collaboratrice vous a, elle, confié une agression sexuelle. Vous l'avez aidée à faire un courrier pour qu'elle dénonce auprès de l'institution ce qui lui est arrivé. Et vous racontez, vous, en tant qu'aidante, avoir reçu un coup de fil menaçant. Oui, je voudrais revenir sur cette agression si j'ai le temps, parce qu'elle est bouleversante. Une collaboratrice me contacte un jour pour me dire « Il s'est passé quelque chose de pas normal, je voudrais vous rencontrer ». Je ne la connaissais pas, mais j'avais un collectif qui était spécialisé sur cette question-là. On se rencontre, elle vient, elle me fait la démonstration qu'elle a des bleus partout, sur le cou, autour des seins, etc. Et elle me dit « Voilà, j'ai passé une soirée avant-hier avec le député pour lequel je travaille. On a accueilli une délégation étrangère. On logeait dans un hôtel. Il m'a rattrapée dans les couloirs après avoir bu. Il a voulu absolument, il m'a plaqué, il voulait absolument coucher avec moi. J'ai réussi à m'enfuir dans ma chambre. Heureusement, ma carte a marché de l'hôtel, ce qui est rare quand même. » Donc, elle était absolument bouleversée. Et nous, on s'est dit, très bien, il faut absolument que ce député soit au moins surveillé. Donc, on va alerter le président de l'Assemblée nationale. Ce député faisait partie de la majorité. Et la seule réaction que j'ai eue, c'est le chef CAB de l'époque qui m'a appelé, que je connaissais, qui m'a dit « Mathilde, c'est la dernière fois que tu fais ça, évidemment. Évidemment, on entamera des poursuites la prochaine fois et je sais où tu habites et je sais où ton fils est scolarisé. » C'est fou de vous dire ça. C'est complètement fou, c'est des méthodes de mafieux. Après, c'est des petites frappes en fait, donc ça m'a pas beaucoup impressionné au-delà de ça. C'est des petites menaces de type en col blanc qui sont au final là pour impressionner. Mais c'est quand même, ça traduit la façon avec laquelle ils se prennent vraiment pour des caïds, quoi. Vous avez lancé le hashtag #MeTooPolitique, mais aussi auparavant le collectif Chères Collaboratrices qui regroupait des femmes travaillant dans la sphère politique. En 2019, vous aviez publié un sondage. 1 collaboratrice sur 2 rapportait avoir été victime de blagues sexistes ou sexuelles. 1 sur 5 confiait avoir été victime d'une agression sexuelle. Ça montre qu'il y a un problème de fond. Est-ce que ce sondage a fait bouger les choses ? Pas trop, mais néanmoins, il a permis qu'on puisse entamer des négociations avec l'Assemblée nationale qui nous avait promis depuis des années qu'ils allaient mettre en place une cellule de veille, que nous, on souhaitait vraiment être autonomes. Au final, ils se sont un peu moqués de nous. Ils ont choisi un cabinet de conseil qui peut, de temps en temps, avoir les appels des femmes, etc. Et ils s'en sont satisfaits. Je pense que ça a permis quand même de faire comprendre que... il y avait un vrai problème systémique dans ce monde-là. Par ailleurs, la vague MeToo avait été passée par là en 2019. Donc, c'était un sujet qui ne pouvait pas être ignoré, précisément parce qu'on pouvait rentrer dans un rapport de force avec la presse, c'est-à-dire dire l'Assemblée nationale ne fait rien. Ça commençait à pouvoir venir, si vous voulez, les inquiéter. Avant, ils s'en fichaient complètement. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'il y a vraiment une volonté d'être très généreux envers les femmes. C'est un vrai rapport de force qui s'inscrit dans une volonté de préservation de leur image. Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, a été accusé de viol. Le non-lieu a été confirmé en appel. Interrogé sur cette affaire, Emmanuel Macron avait répondu « Il y a une relation de confiance qui s'institue d'homme à homme ». Qu'est-ce que cette réponse dit de la manière de penser, selon vous, du chef de l'État ? Il pense à peu près comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que c'est normal d'avoir un boys club, un endroit dans lequel les hommes sont là pour se défendre entre eux, sont là pour boire du whisky, se taper sur l'épaule, etc. Ça traduit toute l'ambiance générale d'impunité qui peut prospérer largement dans ce boys club-là. Oui, justement, vous parlez de ligue des frères, des cercles à papa. Il y a vraiment pour vous un système qui se met en place à chaque fois qu'un parlementaire ou un homme politique est accusé ? Oui, sauf là dans l'affaire Guerriau, parce que vraiment, ils se moquent du monde, donc c'est compliqué. Mais oui, évidemment, on l'a vu aussi pendant l'affaire Quatennens, en fait, où la première réaction de Jean-Luc Mélenchon a été de dire « Je renouvelle toute ma confiance et mon amitié à Adrien Quatennens ». Je veux dire, le fait que la première des réactions ne soit pas une pensée pour la femme qui dit avoir été victime de violence, c'est quand même inouï. Donc oui, c'est un réflexe de sociabilisation qui vient de la cour d'école et qu'il est vraiment temps de modifier pour permettre que les femmes soient en sécurité. Puis je pense que les hommes ont beaucoup de choses à gagner aussi, à ne pas se protéger derrière leurs copains. Depuis la publication de votre livre, justement, on a eu l'affaire Adrien Quatennens qui a reconnu avoir giflé sa femme, l'affaire Bayou accusée de violence psychologique par plusieurs femmes. Les 2 siègent encore à l'Assemblée. Qu'en pensez-vous ? C'est une question qui est un peu compliquée parce que pour l'affaire Bayou, il n'y a pas eu du tout de reconnaissance, ni d'aveu, ni quoi que ce soit. Il est nécessaire, je pense, qu'on réussisse à faire la démonstration qu'on a un problème avec les hommes. Ça ne veut pas dire
leur donner des sanctions. En fait, je pense que la sanction doit être quelque chose qui doit être réfléchi de façon collective. On n'arrête pas de nous dire « Ah oui, mais si Adrien Quatennens c'était parti, ça voudrait dire qu'il y a des sanctions qui peuvent être à vie ». C'est pas du tout ce qu'on demande à l'Observatoire, par exemple. En revanche, on demande à ce qu'il y ait un peu de temps, de considération pour les victimes, de réflexion collective. Et là, le fait, comme Guerriau, de vouloir se maintenir comme un petit coquillage à son rocher, à son poste absolument, ça traduit finalement quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont très peu le sens de l'intérêt général. Ils ne sont pas là pour l'intérêt général et pour faire en sorte que le pays soit gouverné correctement, parce que sinon ils se diraient écoutez, là j'envoie une image trop délétère de la République, je m'en vais, je fais une pause, ça compte beaucoup plus que ma personne. Pas du tout. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est très impressionnant, c'est que les hommes politiques, dans cette situation-là, sont là pour eux. Et ça pose une question, encore une fois, très démocratique. Vers la fin de votre livre, vous dites « De mon expérience à l'Assemblée, je peux témoigner que ce sont les victimes qui paient les conséquences ». Il y a de quoi être découragé. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui pour vous ? Le découragement, pas trop, jamais. Oui, c'est encore vrai. Je pense que c'est les victimes qui partent. Je pense qu'on est en train de réussir à créer collectivement les conditions aussi d'une écoute beaucoup plus favorable. J'ai l'impression que la société entend de plus en plus les femmes, les croit de plus en plus, je l'espère en tout cas, et donc que ça va pouvoir permettre en fait de redémocratiser tout ça, et j'espère qu'il y a plein de femmes activistes féministes qui vont se charger aussi de venir avec nous et dans ces institutions, qui vont vouloir rentrer à l'Assemblée nationale, rentrer au Sénat pour occuper le terrain. On a besoin d'elles. Avec l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, je crois que vous essayez de monter des actions en ce moment, notamment au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, précisément au moment où est diffusée cette émission, on est en train de réaliser un événement historique qui vise à constituer un MeToo européen. On se rend compte qu'en France, il y a énormément d'affaires qui sortent. C'est pas anodin. Ça veut dire qu'en fait, il y a la presse qui s'en occupe. Il y a Mediapart, par exemple, qui fait des articles, qui paye des journalistes, qui considère que cette question est aussi importante que des malversations financières, par exemple. C'est pas le cas dans tous les pays. Ce type de presse n'existe pas partout, et les mécanismes de protection des hommes dans l'ensemble des pays européens restent la majeure partie du temps extrêmement délétères et mortifères pour les femmes. C'est des témoignages qui viennent d'elles, de nos comparses activistes un peu partout en Europe. Et donc, on a vraiment envie de mettre en place une méthodologie, de créer une étude pour faire la démonstration que ce sexisme est partout, et que par ailleurs, il a des conséquences hyper importantes sur la montée de l'extrême droite. Parce qu'on considère que si la violence, c'est le pouvoir, alors on se retrouve avec des fachos. Merci beaucoup Mathilde Viau d'être passée dans 15. Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique et autrice du livre L'homme politique. Moi, j'en fais du compost. À bientôt. À bientôt, merci.